Cet épisode 295, le premier du mois de mars 2021, nous l'enregistrons sous le regard bienveillant de quelques auditeurs assidus sur Twitch. Au programme de la revue de presse de nos chroniqueurs de la semaine, il y a une très grosse amende pour Intel, une très grosse explosion pour un prototype Starship ou encore une très grosse rupture à 22 millions de vues sur YouTube. Par ailleurs, on parlera du nouveau réseau à la mode Clubhouse, Microsoft qui sort l'artillerie lourde mais virtuelle face à Zoom et un deepfake plus vrai que nature. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Il y a un truc qui a résonné au loin, je sais pas quoi, c'est pas chez moi, ça doit être chez un de nos chroniqueurs, parce qu'ils sont là les chroniqueurs évidemment. Bah oui, on retrouve nos petits camarades. David, du côté de la Thaïlande, à Bangkok, salut David, et puis de l'autre côté, canton de Vaud, en Suisse, notre ami Thierry, salut wow. Thierry. Salut. Voilà, salut, on met des étiquettes, des étiquettes sur les chroniqueurs maintenant. Il faut savoir que je suis tombé là-dessus un peu par hasard, mais je trouve ça assez rigolo pour parler de nouvelles technologies, en l'occurrence, d'avoir David avec nous, parce que là où il est actuellement, il n'est pas en 2021, il est en 2500 et des chics, je sais plus exactement combien d'années, puisque le calendrier lunaire sino-thaïlandais gratifie le calendrier d'à peu près 500 années de plus ou 490 années de plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis un peu dans l'imprécision complète, mais voilà. Tu peux en rajouter peut-être une petite... C'est basé sur l'année de naissance de Bouddha. Voilà. Et donc, on est en année 2564. Bouddha, c'est lui. Pardon. Et on parle de coupe de cheveux qui descendent de la gauche à la droite, voilà, ça fait la boucle. On va saluer nos amis qui nous ont laissé des commentaires sur l'épisode précédent. Il s'agit de 626, de Pierre Lord, de Jonathan Esteves, de Toumoisis 59, d'Éric Bourdin, Arloxaga, Viennet Madeline, Fred K, Sébastien Boireau, Steph V, Nicolas Saint-Lay, Ingris Boy, JF Didier, Pascal L, Patrick Thomas, Jax, Wofog, Diana et Nicolas qui nous écoute au Québec et qui nous a trouvé grâce au site Podmust, dont Bruno Guglielminetti a parlé la semaine passée dans son podcast Mon Carnet. Comme ça, la boucle est complètement bouclée. Bienvenue à Nicolas parmi les auditeurs, les nouveaux auditeurs des Technos, et bienvenue à vous qui nous écoutez également en direct sur Twitch, je le rappelle, puisqu'on a pris cette habitude depuis quelques temps maintenant d'enregistrer en direct avec quelques usagers de Twitch pour avoir un peu de retour comme ça, et puis de temps en temps ils nous posent des petites questions ou nous abreuvent de leur science pour un petit peu étoffer nos commentaires divers et variés sur cette revue de presse compilée par nos petits camarades une fois de plus cette semaine. Je sais pas, Thierry, tu regardes un petit peu ce qui se passe, tu as déjà vu des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, des commentaires sur Twitch ou pas du tout, qu'on puisse passer là-dessus? Non, c'était juste que j'étais amusé de voir qu'effectivement il y avait un crescendo, un décrescendo au niveau des coupes de cheveux. Ça c'est fait, mais c'est fait exprès. Effectivement, la question, elle est répondue. Elle est vite répondue. Voilà. Donc voilà. Je boucle la boucle. Pour parler d'un autre Suisse célèbre. Il faut le rappeler. On peut entamer directement notre abécédaire, du coup. Avec la lettre A comme ammoniac. On a parlé d'ammoniac juste avant l'enregistrement avec David, justement, puisque c'est le sujet dont il va parler, de l'ammoniac. Ammoniac avec un C pour ceux qui nous écoutent et non pas QUE, puisque il y a deux expressions qui utilisent le mot ammoniac. L'ammoniac avec un C, c'est un gaz. L'ammoniac QUE, c'est un produit de nettoyage qui contient par ailleurs de l'ammoniac avec un C. Voilà qui est dit. Par contre, ici, on va parler d'ammoniac avec un C comme combustible, David. Voilà, tout à fait. Donc, le magazine IEEE Spectrum, qui est un magazine édité par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers, c'est-à-dire l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, a publié un article comme quoi l'ammoniac pourrait devenir un carburant qui est très intéressant pour tout ce qui est le transport maritime. Et qui a virtuellement aucune émission carbone. Donc il y a absolument zéro émission de CO2 quand il est brûlé,
C'est une matière qui est très abondante, qui peut être produite utilisant des sources d'électricité renouvelables et qui, contrairement à l'hydrogène, ne doit pas être stockée dans des réservoirs cryogéniques ou sous pression. Il a à peu près 10 fois la densité d'énergie d'une batterie lithium-ion, mais par contre la moitié du diesel. Et donc c'est quelque chose qui pourrait être idéal pour le transport maritime parce qu'on veut diminuer l'empreinte carbone de tout ce qui est navigation, transport, qui est responsable à lui seul de 3% des émissions de CO2. Et on pourrait atteindre d'ici 2050 30% des carburants pourraient être l'ammoniac d'ici 2050. Par contre, c'est corrosif, il me semble, l'ammoniac, si je dis pas de bêtises. D'où le produit de nettoyage, d'ailleurs. Faut voir si c'est bien prudent de jouer avec ce produit-là. Ça pue aussi. Enfin, justement, il y a la problématique que l'ammoniac est quelque chose qui est potentiellement toxique. Mais les bateaux de transport maritime sont déjà habitués à transporter des matières relativement toxiques, dont l'ammoniac lui-même. Ils ont de l'expertise. Donc, ce n'est pas trop un problème de l'utiliser dans le transport maritime, et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est pour ça que ça serait la première, le premier gagnant de cette vieille nouvelle technologie, parce que l'ammoniac n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, en 1942, en Belgique justement, les Allemands n'avaient pas assez de diesel pour faire tourner les bus. Donc, ils ont développé des moteurs à combustion d'ammoniac qui ont commencé à tourner en 1943. Il y a eu à peu près une centaine de bus en Belgique qui fonctionnaient à l'ammoniac. Ah bon. Par contre, une fois que le diesel est redevenu disponible, les bus ont réutilisé le diesel. Et par contre, voilà, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé. Sébastien nous a d'ailleurs remarqué sur le chat que le diesel sentait pas bon non plus et n'était pas bon à manger non plus. Donc voilà, ne le faites pas chez vous, comme on dit dans ces cas-là. C'est un peu ça l'idée. Bon, ben voilà, moi ce que je retiens de l'histoire, c'est quand même le zéro émission carbone. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est le but, c'est d'avoir quelque chose, un carburant avec une certaine rentabilité, mais qui ne produit pas de carbone. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait déjà si ça va être déjà expérimenté ou c'est juste un modèle où on va aller plus loin demain, on va déjà fabriquer des moteurs ou pas. On n'en sait encore rien pour l'instant. Non, ça a déjà été utilisé en 1943 par les Allemands. Donc ça a déjà fait ses preuves. Pour le cas de la navigation, comme tu le disais, les bateaux, les gros bateaux et tout ça, il n'y a pas encore de bateaux qui fonctionnent à l'ammoniac, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas encore le cas, quoi. Apparemment, pas pour l'instant, mais c'est une technologie qui existe et qui cherche des investisseurs sans doute, etc. Ils veulent pousser dans ce sens-là. Ouais, donc c'est à voir. Bon, maintenant le point négatif, c'est que ça a 2 fois moins de densité d'énergie que le diesel. Donc les bateaux, pour avoir la même autonomie, vont devoir sacrifier un petit peu de leur cargo pour stocker plus de carburant. Bon, on fera des bateaux plus gros. Oui, voilà. Des bateaux plus gros. Voilà, c'est... Oui, on va en faire un 2 mètres plus long pour avoir... Ok, bon ben voilà, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Les liens, je vais pas le répéter à chaque fois, mais vous le savez, hein, chaque fois que nous publions un épisode, il est chaque fois décrit avec tous les liens, toutes les sources dont on parle, des informations dont on parle dans chaque épisode. Je vais essayer de parler en français et mettre tous les mots dans les phrases. Ça va être beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et si vous avez une opinion sur le sujet ou une information à apporter, n'hésitez pas, comme d'autres l'ont fait auparavant, à apporter cette petite information complémentaire dans les commentaires. Un peu de mondanité.
On va parler de Clubhouse. C'est le nouveau réseau social à la mode, mais pas dans toutes les sphères, puisque vous le savez, il est encore limité aux utilisateurs d'appareils Apple, d'une part, et d'autre part, sur invitation. Mais il y a de plus en plus de gens invités. Hein. Moi, j'ai encore reçu 5 invitations à distribuer. Je sais plus où quoi en foutre. Donc voilà. Ou alors on considère que je suis un influenceur de première ligne qui va faire venir des gens de haute qualité. Le problème, c'est que les gens de haute qualité que je connais, ils ont tous des appareils Android. C'est con. Donc, sinon, on va se les mettre à les vendre ici, hein, pourquoi pas. Oui, on alors, peut les revendre. PayPal, sur lequel vous pouvez déposer votre argent. Ouais, ça me fait un peu mal de parler de Clubhouse. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai de la peine avec ce réseau. Ouais, j'aime pas. J'aime pas parce que j'y crois pas, parce que on est en face. J'ai l'impression, hein, toi tu me dis aussi Marc si tu penses pareil, j'ai l'impression qu'on est devant un beau, comment on appelle ça ce truc, ce plat qui tout d'un coup s'abaisser. Ah oui, un soufflet. Voilà, un soufflet. Ouais. Et même si derrière il y a de la pointure du web et de la Silicon Valley. Juste un mot pour ceux pour ceux qui l'ignorent, Clubhouse c'est un réseau social où tout se fait de manière orale, c'est-à-dire que c'est un petit peu pensé chat, pensé IRC pour ceux les plus anciens qui ont connu l'IRC. Ce sont ce qu'on appelle des rooms, qui sont créés par les utilisateurs eux-mêmes et qui accueillent des gens qui viennent écouter des orateurs et chacun peut, s'il le veut, s'exprimer, lever la main et à ce moment-là, le modérateur lui donne la parole, etc. Et c'est vrai que la population qu'on y trouve actuellement, c'est très dans le domaine, je sais plus qui disait, il y a 70% de VC et 30% de start-up. C'est un peu ça. Beaucoup de gens de marketing aussi, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, c'est un peu élitiste, c'est un peu mondain aussi. Voilà, mais je te rends la parole, Thierry. Oui, je m'étonne moi-même chaque fois de parler de Clubhouse, moi qui suis pas franchement chaud par rapport à ce réseau. Alors, je remercie la personne qui m'a invité, qui est de bonnes mœurs, parce que voilà pourquoi je vais vous parler de ça. Parce que quand on est invité, on a des responsabilités. Et oui, c'est un petit peu le propos de ma chronique. Alors, juste pour faire aussi une petite parenthèse, moi, quand j'ai vu Clubhouse, j'ai spontanément penser à un système bien analogue qu'on a eu dans les années 90. C'était les talk line, hein, pour parler bien français. C'était un numéro de téléphone forcément surtaxé sur lequel vous pouviez avoir toutes sortes de services. On pouvait avoir la météo, la bourse, les trucs comme ça. Donc, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas la synthèse vocale. Hein, c'était des dames qui vous parlent de votre kiki. Et voilà, il y avait aussi ça, on pouvait causer avec des gens de toutes sortes d'histoires un peu roses, mais il y avait les talk lines, c'était effectivement des immenses appels téléphoniques à plusieurs, et c'était génial pour rencontrer du monde, parce qu'en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on faisait? On se retrouvait, puis on allait boire des verres, faire des trucs. Tandis que là, on est en pleine pandémie, et Clubhouse, je pense, surfe sur ce succès-là, dû à ce besoin du retour à l'humanité, au etc. Et quoi de mieux que d'utiliser la voix pour le faire. Très très brièvement, je vous parle de Clubhouse sur la difficulté de partir de Clubhouse. Il semblerait que c'est très très compliqué. Et on peut aussi se faire virer de Clubhouse, puisqu'effectivement, si on commence à déconner, si on commence à sortir un petit peu du cadre, eh bien, ni une ni deux, tu te fais virer, mais tu vas te faire virer aussi, tu vas aussi faire virer ton parrain qui doit endosser la responsabilité, puisqu'effectivement, cette personne qui t'a invité à utiliser Clubhouse, normalement, elle te connaît. Et donc, faut faire gaffe, puisqu'effectivement, lui, va aussi passer à la trappe. Et la petite mésaventure que je partage ici, c'est qu'effectivement, malheureusement, Clubhouse, il va pomper tout ton répertoire de téléphone, et puis si tu as des numéros de téléphone pas très avouables, il peut se passer des choses un peu lourdingues. Par exemple, cette personne qui s'est retrouvée à avoir dans son répertoire une call girl, et puis voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin, mais je vais juste terminer parce que j'ai vraiment pas envie de faire de la pub à Clubhouse. Je suis désolé, je commence avec ça, c'est un peu con. Je vais vous prédire l'avenir.
quand on va retourner à une nouvelle normalité, je pense que Clubhouse aura du souci à se faire, parce qu'en plus, ils ont déjà des concurrents. Hein. Bien sûr. En plus, il faut savoir que la techno, elle n'est pas à eux. Eux, ils ont interfacé, belle interface utilisateur, jolie application, comme tu le disais, uniquement pour iOS. Mais derrière le service, vous pouvez même le louer, vous pouvez l'utiliser en marque blanche, et il y a déjà d'autres acteurs. Pourquoi Clubhouse fonctionne? Voilà, ça c'est la question qu'on peut débattre. Pour ceux qui se demandent quel genre de bêtises peut-on bien faire pour mériter de se faire éjecter, par exemple, enregistrer une conversation à l'insu des gens qui sont dans la room dont je parlais là tantôt, ça c'est une grosse contre-indication. C'est-à-dire, ils demandent explicitement, on se demande même si c'est pas leur modèle économique à terme avoir la possibilité d'enregistrer une conversation, parce qu'on en a parlé énormément quand on a parlé podcast, par exemple. J'ai participé à deux conversations très très intéressantes d'ailleurs, où tu étais arrivé en retard. Oui, mais dans laquelle tu as fait bonne impression parce que tu as impressionné effectivement toute l'assistance avec ton setup qui était vraiment de très bonne qualité. Tu avais la meilleure image de nous tous. Moi, j'étais dans la rue et toi, tu étais avec ce très beau studio. Voilà, donc voilà. Et oui, c'est vrai qu'on m'a demandé après avec quoi je m'éclairais. Oui, voilà. Des bougies. Mais voilà. Et alors, on a testé avec, j'en parlais là tout à l'heure, avec Bruno de Mon Carnet, Bruno Guglielminetti, pas plus tard que la semaine passée, si je dis pas de bêtises, on a testé Space, parce que on ne sait pas pour quelle raison, on est là aussi dans les mauvais coups, on a reçu une invitation pour utiliser Espace, comme on dit en français, hein, qui fonctionne un peu sur le même principe que Clubhouse, hein, ce sont aussi des salles, des rooms, avec lesquels de gens avec qui on peut discuter, sauf que là c'est limité à 10 personnes qui peuvent parler en même temps, ce qui est quand même beaucoup plus gérable que Clubhouse où tu peux donner la parole à tout le monde en même temps, et puis le nombre de personnes qui peuvent participer à la conversation, en tout cas l'écouter, est quasiment infini. Enfin, c'est une limitation plus technique qu'autre chose. Et on en a discuté pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et on s'est rendu compte qu'en fait, tout l'écosystème de Twitter allait certainement aider à faire avancer Twitter et Space ou Espace beaucoup plus rapidement que Clubhouse, qui est déjà un petit truc un peu élitique. On a l'impression de temps en temps que c'est une religion. Et c'est un peu, ça devient un peu désagréable. Moi, je reçois encore, pour l'instant, j'ai laissé les notifications d'ouverture et d'ouverture de room, parce que tout ça est configurable, évidemment. Sur base des gens que vous suivez, évidemment, vous avez des notifications, et je constate qu'il y a des gens que je ne connais absolument pas, je les ai suivis parce qu'ils semblaient actifs, etc., je voulais tester, mais qui parlent ou qui écoutent du matin au soir. Ils ne font que ça. Je me demande quand est-ce qu'ils travaillent. Parce que voilà la vraie question. C'est exactement ce que je me disais aussi. Ouais. Et donc, il y a une certaine addiction. Moi, j'avais comparé ça au TikTok du vieux. Une espèce d'addiction à la parole, au parler et à la conversation, etc. Et là, on voit qu'il y a des dérives déjà de gens qui demandent la parole pour raconter leur vie alors que tout le monde s'en fout et que finalement, voilà. On va voir ce que ça va donner, comme tu disais. On va voir ce que ça va donner aussi sur Twitter avec Space. On va voir ce que ça va donner sur Facebook. Plus pour Twitter. En plus, Twitter, on parle de pouvoir ramener, comme tu disais, dans l'écosystème quelques éléments. Donc, on pourra faire référence à des tweets, à des liens, des choses comme ça. Je me réjouis de voir ce que va nous proposer Twitter et en fait, je vais attendre. Voilà. Mais en plus, par contre, l'interface Twitter, elle est moins bien pensée. C'est encore une version bêta qui nous ont largué là. On se demande pourquoi moi. Tout le monde nous dit pourquoi toi, pourquoi pas moi. Bruno et moi, oui. Les autres pas. Voilà, c'est comme ça. C'est peut-être parce qu'on a parlé de Clubhouse sur Twitter, nous. Hein. Mais donc voilà. Et c'est perfectible. Il faut être très clair sur l'interface. Machin, etc. C'est surtout sur un petit écran. Je rappelle que j'ai un iPhone SE première génération, donc c'est quand même aujourd'hui, c'est le plus petit écran du marché, j'ai l'impression. Donc, c'est pas vraiment fait pour ça. Il faut un écran un petit peu plus grand pour avoir toutes les icônes qui vont bien, etc. On aura certainement l'occasion d'en reparler quand ce sera opérationnel pour tout un chacun, parce qu'à manifestement, c'est déjà, ou ce serait déjà opérationnel pour les gens sous Android, par exemple. Donc, voilà, ils ont une longueur d'avance à ce niveau-là. Par contre, il y a ce côté
cet anonymat sur Twitter qui n'existe pas, ou peu en tout cas sur Clubhouse. On n'est pas toujours en présence de gens de très bonne compagnie sur Twitter non plus, il faut le reconnaître. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir comment ça va tourner. L'idée reste bonne à mon sens, mais il va falloir un petit peu baliser tout ça. On n'a pas perdu, hein, David, il est toujours là, il est avec nous. Tu n'as pu en tester aucun, toi j'imagine, David, de réseaux. Puis t'es pas beaucoup sur les réseaux sociaux, toi, en plus. Non, pas vraiment. Voilà, comme ça m'arrange. Voilà. Sinon, on était reparti pour 10 minutes et là c'était foutu, donc on va passer à la suite. On peut juste clore en disant qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un super branding, un naming, hein, pour utiliser le TikVioc. Pour le TikTok des vieux. Oui, voilà. Pas mal. Moi, j'avais pensé parce que vieux, c'est un peu péjoratif. J'avais pensé au Gouda, mi-vieux. Bon, allez, on passe à la suite. On va parler un peu de Daft Punk. Bah oui, on peut parler musique, on peut parler artiste, mais là on va parler web, en l'occurrence, parce que, bon, ben voilà, Daft Punk quand même très présent, musique électronique évidemment, donc très technologique, hein, voilà. Ils se sont séparés, vous le savez tous maintenant, c'était dans la presse, ça a fait le buzz, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Thierry. Oui. Et puis, au moment où je préparais cette chronique pour la mettre dans la conduite, pour que vous puissiez avoir les super titres qui vont avec, on était à 22 millions de vues pour une vidéo qui est sortie il y a que quelques jours. Hein. On rappelle, les Daft Punk se sont fendus d'une vidéo qui s'appelle Epilogue, qui est un extrait d'un de leurs films précédents, sur lequel ils ont remonté une image, ils ont remonté les images pour raconter une petite histoire. Hein, ces deux fameux robots qui marchent dans le désert. Une scène qu'on pourrait déjà aussi apparenter à d'autres choses qu'on trouve dans le cinéma, mais ça c'est pas le propos ici. Et très fort, puisqu'effectivement ils se sont juste contentés de diffuser cette vidéo pour dire bon bah nous après 28 ans de collaboration on arrête, on pose les plaques. Et donc dans cette vidéo on voit un des deux robots, un des deux membres des Daft Punk, hein, on imagine, se faire exploser tout en marchant au loin dans ce lac gelé, ce lac sec de sel, tourné dans le désert de je sais plus où. Et c'est un joli coup de pub parce qu'ils se sont servis de YouTube. Alors oui, certes, il y a eu des communiqués de presse, des choses comme ça. À ce jour, il me semble, il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a toujours pas de démenti, de confirmation, quoi que ce soit. On a vu Thomas Bangalter, paraît-il, écrire à une émission de télé en France, parce que tous les deux sont de Paris, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais en gros, on pourrait résumer à... voilà, nous, on est le groupe planétaire, un des emblèmes de la musique électronique. J'ai eu la chance de les croiser, sans leur masque en plus. Comment tu sais que c'est eux? alors, dans les clips et dans les concerts, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que ce sont vraiment eux, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Et du coup, ils se contentent de balancer cette vidéo pour dire, nous, c'est fini, on arrête, on va peut-être faire de la musique chacun de son côté, on va simplement... Ce qu'ils faisaient déjà d'ailleurs, hein, par ailleurs. Ils avaient le temps d'ailleurs, parce que plus 27 ou 28 ans de collaboration et seulement 4 albums, donc ça laisse du temps pour faire d'autres trucs. Hein, Voilà, faut pas se presser. Non. C'est ça. Donc, à l'heure actuelle, au moment où on vous parle, 23 242 857 vues sur cette vidéo que je ne vais pas vous montrer parce que si eux ont envie de se faire exploser, c'est bien, mais j'ai pas envie de faire exploser notre chaîne YouTube avec nos 10 000 petits abonnés. Ou plutôt notre petit 10 000 abonnés, parce que nos abonnés ne sont pas précisément petits. Donc voilà, on va éviter de se faire choper par le Content ID. Voilà. Mais on vous a mis le lien dans la description, donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo qui fait 7 minutes 57 secondes. C'est largement assez pour se dire au revoir, à mon avis. Voilà. Et en plus, ils ne sont pas beaucoup foulés. Donc voilà. Non, c'est ça aussi. Moi, je voulais pas les critiquer là-dessus, quand bien même j'ai aimé leurs premiers albums et moins les derniers, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est assez intéressant sur ce phénomène, c'est que tout d'un coup, là, les algos de YouTube, ils sont à fond, hein, parce que si vous allez ce soir
parce que vous attendez la fin de cette émission quand même, mais après, vous allez vous tapez le fameux épilogue, cette petite vidéo de 8 minutes, et bien vous allez voir que votre YouTube, il va vous en proposer du Daft Punk, et on ressort des pépites, il y a des enregistrements pirates, il y a des interviews, et les chaînes de télé, les médias s'en donnent à cœur joie pour aussi sortir ces fameuses archives où on les voyait sans masque. Alors ça me fait sourire, parce que là je suis un petit peu fier et je fais mon crâneur, parce que c'est des très vieilles images, c'était à leur début, avant qu'ils décident de se masquer le visage. Et ben moi, je les ai vus pendant leur carrière, et j'ai eu la chance de tourner des images sans leur masque, pendant leur montée fulgurante, c'était quasiment en fin des années 90. On a eu l'occasion de les emmener ici à Lézin. Donc l'histoire se boucle sur la boucle, puisqu'effectivement, sans le savoir, j'allais devenir habitant de cette petite station de ski. Mais voilà, allez faire un tour sur YouTube, vous verrez, c'est fabuleux de voir tout ce qu'on peut trouver. Et j'ai trouvé des chaînes YouTube de fans, j'ai trouvé des interviews, des enregistrements pirates, des choses comme ça. Et c'est assez intéressant tout d'un coup jouer les historiens, les chercheurs, parce que là, pour le coup, ils vous sortent tout. Hein. Là, YouTube, je sais pas s'il y a des gars qui quand même font ça à la main, parce qu'on voit vraiment beaucoup de contenu rattaché à cette annonce. Et ce qu'il y a, c'est que il y a que quelques jours. C'est un groupe qui existe avec le web aussi, quasiment. Hein, et donc il y a eu énormément d'images collectées, parce que c'est vraiment, on est rentré dans une période de l'image, etc. Je pense que, alors pour faire une analogie qui pourrait faire hérisser les poils sur le chauve que tu es, mais enfin moi je pense que un groupe comme le groupe allemand Kraftwerk par exemple, s'il y avait eu Internet à leur âge d'or, à l'époque d'Autobahn et autres, on aurait aussi un catalogue d'images, de concerts, etc. Si par ailleurs ça existe sur YouTube, mais ça n'a pas la même aura que des natifs entre guillemets comme Daft Punk, voilà. Mais c'est phénomène intéressant à observer, effectivement. Ouais, on va, David, juste parce que je voudrais quand même parce que ça fait un moment que David. Daft Punk. Oui. Daft Punk, oui. Non. Attention, qu'est-ce qu'il va répondre? Ah non plus. Bah, ok, d'accord. Pourtant, il aime bien la musique. T'aimes bien la musique, David? T'écoutes toi? Oui, j'aime bien la musique. Ouais, c'est ça. Oui. T'es assez... Mais en plus, électro et des trucs comme ça, quoi. Hein, je veux dire, c'est... Non, c'est sympa, oui. Oui. Je suis pas spécialement fan, voilà. Ouais, voilà. Allez, pur et dur, c'est un peu comme si tu parles de musique électronique et puis tout d'un coup, tu évoques, je sais pas moi, des choses un peu plus commercial, du coup ça se coince un petit peu, quoi, tu vois, ça peut arriver. Voilà, ok. Bon, on a fait le tour de la... J'ai entendu une respiration. Qui veut dire un truc? Non. Oui, je voulais juste effectivement confirmer ce qui est dit dans la chatroom. Oui, le film existait déjà, ils l'ont remonté, comme je le disais, ils ont remis de la musique dessus. Puis je dédicace ce petit passage à Gigi D'Agostino, un célèbre DJ italien qui a malheureusement passé l'arme à gauche suite à une longue maladie. Un autre emblème de la musique, de la scène électro, plutôt house pour le coup. Vous n'êtes pas obligé de par contre, j'adorais. Ah ben voilà. Okay. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'on passe à la suite, peut-être? On a de parler de Daft Punk. C'est bien. On a parlé de Daft Punk. On va un peu parler de Google. J'en riais longtemps. On va parler de Google avec David, je pense, parce que Thierry a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais il reviendra dans un instant, vous inquiétez pas. Google, David, on parle d'un pas de plus vers la protection de la vie privée. Quand on parle de Google, c'est un petit peu antinomique, j'ai l'impression. Non ? On va dire plutôt un premier pas vers récupérer un petit peu de vie privée. Okay. Donc ça avait déjà été annoncé, mais maintenant c'est officiellement annoncé que Google va mettre fin aux cookies tiers. Donc ces cookies qui étaient utilisés pour faire le tracking des utilisateurs pour la publicité. Ça va évidemment chambouler un peu l'écosystème du web. Et ils vont mettre en place un nouvel API et avec des outils qui vont pouvoir cibler de manière respectueuse de la vie privée les gens pour la publicité.
D'accord. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent à devenir sensibles à cet aspect où on est un peu tracé, où qu'on aille, ce qu'on fait, il suffit qu'on fasse une recherche sur un produit pour qu'on se... Oui, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on vend. Mais je veux dire, par exemple, on va dire une pompe à air d'aquarium, et puis après, pendant 2 semaines, on est bombardé de publicités pour des pompes à air d'aquarium. Qui nous pompent l'air, du coup. Voilà, c'est un exemple fictif, mais bon, tout le monde sait un peu de quoi je parle. Oui. Seulement, bon, maintenant, est-ce que c'est pas un coup de pub par Google pour essayer de créer un nouveau marché captif pour avoir le contrôle sur ces nouveaux API qui, soi-disant, donnent plus de vie privée aux gens et, en quelque sorte, couper l'herbe sous le pied à la compétition. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Une question qu'on peut se poser aussi, et vous allez tous les deux peut-être me donner votre opinion là-dessus. Je viens encore d'avoir le cas ici en allant sur un de tes sites sources. Il y a toujours cette pop-up qui nous arrive maintenant pour nous demander si on veut sélectionner les cookies qu'on admet, qu'on n'admet pas, sur lesquels voilà, le consentement, entre guillemets. Est-ce que finalement... Et Google ne se dit pas finalement toutes ces histoires, c'est un petit peu contre-productif. On a plus intérêt à ce que les gens se baladent sur les plateformes et voient des banners publicitaires un peu à l'ancienne, plutôt que d'essayer de collecter des informations de cette manière-là, ou en tout cas sur autant de niveaux. Je veux dire, parce que c'est vrai que quand tu fais le test, il y avait un site qui permettait de tester le nombre de requêtes sur des moteurs de référencement divers et variés quand tu arrives sur un simple site web d'information. On a l'impression que la planète entière sait ce que tu as fait, ce que tu as lu pendant les secondes qui viennent de passer, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs, à peu près tout le monde le sait du coup. Donc est-ce qu'ils se disent pas, bon, on va se racheter une petite conscience et on trouve qu'on va trouver un petit peu une autre solution, une alternative qui sera beaucoup plus discrète et pour laquelle il n'y a pas encore de petites cases à cocher ou à décocher et des consentements à donner. Qu'est-ce que tu en penses, David ? Mais ce n'est pas la même problématique. En fait, cette loi européenne qui a poussé beaucoup de sites, même à l'étranger, d'avoir ces petites cases comme quoi on accepte les cookies, c'est une loi relative à la vie privée et pas à la publicité. Ici, Google parle de mettre fin aux cookies tiers pour l'aspect publicitaire. C'est pas ça qui va changer, que les sites utilisent des cookies pour une raison ou pour l'autre, ou tout simplement pour garder une mémoire de l'utilisateur. L'utilisateur n'est pas à se reloguer à chaque fois qu'il revient sur le site, par exemple. Le cookie a une vraie utilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de sites web, et je dirais peut-être même la majorité, quand on est sur la page et qu'on a ce petit pop-up qui apparaît et qui demande si on veut bien donner notre consentement pour les cookies, en fait, ils ont déjà pris les cookies avant qu'on donne ou pas le consentement. Bien sûr. Et donc, si on dit « je suis pas d'accord », les cookies ont déjà été pris avant. Donc, c'est un petit peu... L'autre possibilité, comme on le dit sur le chat, Thierry, parce que je sais que tu as un œil sur le chat, c'est aussi une façon de précéder la législation en la question. C'est une possibilité aussi. Oui. On est en train de vivre une drôle d'époque avec toutes ces pop-up sur lesquels on doit valider. Ah, bon, monsieur. M'en parlez pas, j'ai une tendinite à l'index. Alors, ce sont que des étapes, puis entre-temps, il y a le programmatique qui est en train de faire des ravages, il y a des annonceurs et des régies publicitaires qui travaillent sur la géoloc, puis en même temps, il y a Apple qui va aussi bien embêter Google en fermant les vannes sur ce qui pourra se faire sur les smartphones. Enfin, on est en train de vivre une époque, une étape, un step, effectivement. Moi, je suis pas là à prédire l'avenir. C'est juste que tout ça, ça va laisser la place à autre chose. Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera pire? Je sais pas. Mais de plus en plus, on voit ce qui s'est passé dans Minority Report, ce fameux film avec Tom Cruise, arriver à grands pas.
Oui, il y a un peu de ça. Et alors, il y avait cette remarque que certains se faisaient quand on a commencé à parler de démilitarisation, en tout cas de suppression de missiles continentaux. Et les gens disaient à ce moment-là, ceux qui avaient bien connu la guerre froide, disaient c'est qu'ils ont autre chose sous la main. C'est qu'ils ont une autre arme. On la connaît pas encore, mais ils ont une autre arme sous la main. C'est pour ça qu'ils se permettent de virer leurs missiles. Et on peut réellement se poser la question, effectivement. Ok, là aussi, j'ai envie de dire affaire à suivre, parce que là, ça nous concerne au premier chef. Nous, internautes, je veux dire nous, mais c'est nos auditeurs, c'est tout le monde aujourd'hui qui est concerné par cette problématique. Donc, c'est vraiment important de garder un œil là-dessus. Rien à rajouter pour votre défense, ni l'un ni l'autre? Non. Si, oui. Je dirais que Minority Report est un bon exemple, parce que maintenant, je trouve de plus en plus que les annonces publicitaires sont anticipatives, c'est-à-dire qu'on te propose d'acheter un produit que tu ne savais pas que tu avais envie. Oui, c'est ça. Et puis tu dis, mais tiens, j'y ai jamais pensé, et en effet, ça m'intéresse. Et ça va même très loin, parce que même au niveau de la logistique chez Amazon, pour ne pas les citer, parce que finalement c'est une boîte de logistique Amazon, ils rapprochent les produits que tu es susceptible d'acheter mais que tu sais pas encore que tu vas acheter, ils les rapprochent de ton domicile pour pouvoir les livrer plus vite. C'est assez impressionnant comme gestion de stock, c'est un peu particulier. Ils disent, lui là, il va s'acheter des Bermudas, on va quand même envoyer un petit stock de Bermudas dans ce stock qui se trouve pas très loin de chez lui, comme ça quand il va commander, on pourra le livrer vite fait, bien fait. C'est assez impressionnant. Tu as le livreur qui est devant ta porte et qui attend que tu aies cliqué. Et quand tu cliques, il toque à ta porte. Voilà. Oui, c'est ça. Tu cliques, effectivement, il fait il y a du large. On attendait que vous cliquiez dessus. Oui, c'est ça. Et puis non, c'est du l'extra large, monsieur. Oh, mais on t'y rend bien, ça va aller, hein. On est correct, on attend votre approbation. Non. Oui, c'est ça. Ouais, mais on va y arriver. Hein. On n'est pas loin, c'est clair. Bon, passons à la suite. J'ai réduit parce qu'il y avait trop de caractères dans cette phrase. I comme IA, voilà. C'est intelligence artificielle, évidemment, IA. Quand les vieilles photos, vous savez, les vieilles photos, argentiques, bien jaunies, avec les coins bien écornés au fond du tiroir, tout d'un coup, elles s'animent en vidéo. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on arrive à faire numériquement de plus en plus, et on en a des preuves sur le web. Oui, on en a les preuves, et puis peut-être qu'on va aussi les découvrir en images ici, grâce à la magie de la prod des technos qui se refusent rien. C'est flippant, c'est super flippant, puisqu'effectivement, c'est une techno qui fait rêver, hein. Vous prenez une vieille image, vous imaginez un gros plan sur un visage, vous allez le voir là par exemple avec un célèbre auteur français. En fait, l'intelligence artificielle va redonner vie à une image fixe pour créer des mimiques, des clignotements de yeux, de déplacements de visage, et du coup, alors là c'est moins réussi avec des photos de personnes. Oui, avec les vivants ça marche moins bien en fait. Ça marche moins bien avec les vivants, ouais, je sais pas pourquoi, puisque là, il a l'air un peu benet, notre ami Emmanuel. Mais bon, ça, c'est pour une autre raison. Tout ça pour vous dire que ce qui se cache là derrière, c'est un joli coup de pub pour la société qui s'est entourée des compétences de cette boîte. Je crois qu'elle est israélienne à la base, encore eux, qui est capable donc de digitaliser une photo et, comme vous le voyez, de donner vie à cette photo qui est un objet fixe, un cliché fixe. On vous préconise sur pas mal de sites, ne faites pas ça avec vos photos, ne faites pas ça avec des photos de proches ou de personnes que vous connaissez, parce que ces images vont vous échapper, ça c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération, elle cache en fait une toute autre approche, puisque là on le découvre, c'est MyHeritage, c'est un des fameux sites sur lesquels vous pouvez envoyer votre analyse d'ADN pour retrouver quelqu'un, de retrouver un arbre généalogique ou peut-être des proches que vous ne connaissez pas encore, puisqu'effectivement cette database va comme ça, créer des liens avec d'autres utilisateurs comme vous pour vous dire, tiens, il y a un lien de parenté à tel ou tel niveau. Voilà. Moi, ça me fait super froid dans le dos de voir ces images. Là, on est sur des vieilles photos.
Et c'est une superbe opération de com hein, pour MyHeritage, puisqu'en fait, derrière, ils n'ont pas ce système-là à vendre. Ils ont de la souscription et à leur service, c'est-à-dire envoyer vos analyses de salive pour que vous puissiez être dans le fameux fichier et ainsi retrouver pourquoi pas toute une série de gens de votre famille, de votre descendance, enfin de votre qu'on appelle ça de vos ancêtres ouais. Pour sortir toutes sortes d'informations. Donc on est sur une très belle opération de com, un peu flippante pour détourner l'attention, puisqu'effectivement, une fois que vous êtes dans ces banques de données, elles vous échappent, elles aussi. Et puis, alors c'est sympa, hein, pour avoir fait le test, vous pouvez vous retrouver à analyser votre ADN pour savoir quel est le taux de pourcentage de nationalité ou d'origine par région du monde. Après, effectivement, on va tirer toutes sortes de conclusions. Puis après, on va aller dans le détail, c'est-à-dire on va voir s'il y a d'autres utilisateurs qui ont des liens avec votre ADN pour après vous dire « Ah tiens, on vous a trouvé un arrière petit cousin, il s'appelle Roger, il vit aux États-Unis et puis vous pouvez, pourquoi pas, imaginer rentrer en contact avec lui. » Voilà, donc allez faire un tour sur le web si vous êtes en train d'écouter cet épisode des Technos. Allez voir ces images, ça fait quand même un peu flipper, quoi. Voilà. Moi, je trouve, là, tant que ce sont des gens qui me sont étrangers, ça ne me fait pas grand-chose, si ce n'est que la photo d'Einstein, la célèbre photo où il tire la langue, quand c'est animé, ça fait peur, parce qu'on se dit, ce monsieur était un génie. Donc, du coup, je vais regarder les vieux monsieur dans les bistrots du coin. Je vais les regarder d'un autre œil. Parce que franchement, ça fait peur. Mais je vais vous le remettre dans un instant, mais ça fait vraiment peur. Et donc, moi, je n'enverrai pas des photos de famille ou autres sur ce type de plateforme, de peur de un jour les retrouver effectivement comme servant d'une publicité sur le service dont tu parlais justement, ou d'un autre. Hein. Faut faire attention avec quand on parle des applications. Souvent, on dit attention, ces applications-là. On parlait il y a pas longtemps de WhatsApp, par exemple. Elle va piocher dans vos données personnelles. On a parlé de Clubhouse il y a quelques minutes. Ça va piocher dans vos informations personnelles. Ces applications-là aussi vont piocher dans vos informations personnelles. Vous leur donnez accès à vos photos, etc., etc. Donc, faites attention. Ça peut être amusant comme ça à regarder sur peut-être un site ou un bon podcast en vidéo quand il vous propose une chouette image sur YouTube, par exemple. Hein. Par contre, le faire vous-même et envoyer vos propres photos, je ne vous le conseillerais pas personnellement. C'est mon opinion. Je voyais que David acquiesçait et opinait du chef à l'instant, David. Oui, je trouve aussi que ça fait assez peur ici, les animations. Je ne trouve pas ça technologiquement si impressionnant au vu de ce qui a déjà été fait précédemment. Si on regarde les différentes animations, c'est toujours un peu les mêmes mouvements des yeux. Oui. On a quand même vu beaucoup de prouesses technologiques avec les deepfakes et tout ce genre de choses. Et pour ce qui est de la vie privée, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu comme l'application qui a fait le buzz il y a pas si longtemps que ça, qui permettait de transformer sa photo en nous dans 20 ans, ou il y a 20 ans, ou en femme. Et c'était un gros problème de vie privée, parce qu'en fait, on envoie toutes des photos personnelles à une société qui utilise cet outil technologique pour nous amuser. Mais à côté de ça, ils collectionnent. Ça permet de faire la reconnaissance faciale. Ça permet de faire pas mal de choses, voire d'utiliser ces photos-là à des fins criminelles. Oui, c'est ça. Et donc, peut-être demain, retrouver ton visage, et on en parlera un petit peu plus loin dans cet épisode de deepfake, de retrouver son visage sur le corps de quelqu'un d'autre, par exemple. C'est tout à fait imaginable aussi aujourd'hui. Je pense pas que j'aurais dit cette phrase-là quand on a commencé ce podcast il y a à peine 7 ans, 8 ans. On m'a pris pour un fou, en disant « ça va pas la tête, non, votre podcast, ça part en vrille, là ». Non, aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis désolé de le dire, mais on va passer à la suite. Encore mais comme Intel cette fois-ci. Alors là, ils se sont pris une mandale, nos amis d'Intel, Thierry. Ça, c'est quand même une belle amende. On a rarement des comme ça.
C'est David d'ailleurs qui en parle, je pense. Oui, moi j'étais interloqué par l'amende, mais je laisse David traiter. Oui, c'est ça. Ça m'impressionne. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Mais ça ne nous regarde pas. 2,2 milliards de dollars pour une violation de brevet de la part d'Intel. Voilà, donc Intel a été condamné par un tribunal au Texas à une amende de 2,2 milliards de dollars pour la violation de 2 brevets, des brevets qui appartenaient à VLSI, qui est une société semi-conducteur qui a été rachetée par Philips en 1999 et qui a été reprise par la branche NXP de Philips. Voilà. Et apparemment, ce sont des brevets qui ont dormi pendant des années et VLSI était devenue une société dormante et qui, dans les dernières années, n'existait que pour traîner au tribunal d'autres sociétés. Donc, ils n'ont absolument aucun produit récemment et ils ont lancé ce procès en 2019, un procès qu'Intel ne pensait absolument pas qu'il pourrait perdre parce que il y avait vraiment VLSI était une société qui n'a absolument pas utilisé ses brevets et n'en faisait rien du tout, mais ils ont malgré tout gagné. Évidemment, Intel va aller en appel. Et donc, pour le détail, ce sont des brevets qui ont un rapport avec l'économie d'énergie, les changements de voltage des processeurs, changements de fréquence d'horloge dynamique, qui sont ce qu'on appelle l'overclocking, des technologies. Oui. Pas overclocking, c'est le changement, comme par exemple un processeur, quand il est pas beaucoup utilisé, il va baisser sa fréquence de fonctionnement pour consommer moins d'énergie. Okay. Et puis quand on lui demande de travailler, il va augmenter sa fréquence et accepter d'utiliser plus d'énergie et donner plus de voltage. Il n'y a pas qu'Intel qui utilise ça. Et donc, on va dire que VLSI ici se prend la réputation d'être un patent troll, donc un troll de brevet, comme pas mal de sociétés malheureusement aujourd'hui. C'est un gros problème avec les brevets, c'est que les brevets sont un frein à l'innovation. Parfois, oui, les inventeurs doivent pouvoir protéger leurs propriétés intellectuelles, mais d'un autre côté, il y a des sociétés qui en abusent. J'ai perdu le fil un court instant. Thierry, tu veux rebondir peut-être sur cette news ou pas ? Oui, j'apprends le terme, voilà, et c'est confirmé, David, hein, effectivement, on nous dit aussi dans le chat un patent troll, donc j'apprends le terme qui va avec. Je trouve navrant qu'on se retrouve à avoir de plus en plus ce genre de cas de figure. On se souvient aussi de la dépose de certains brevets de constructeurs, que ce soit chez nos copains de Apple, qui en a pondu un paquet pour des projets qui n'ont pas forcément vu le jour, mais c'est pas le seul. Et je trouve justement là où c'était intéressant, la dépose de patentes devient pernicieux. Je viens d'apprendre dans un documentaire que les inventeurs de l'insuline avaient vendu leurs brevets. Ils étaient deux chercheurs, $1 chacun, pour justement donner à l'humanité la chance de pouvoir se guérir, de pouvoir se soigner, je veux dire. Et la pharma, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a modifié le truc et puis c'est devenu de nouveau un produit super cher. En tout cas, pas aussi cher que les vaccins contre la Covid, mais tout ça pour dire que je ne sais pas s'il faudrait qu'on réinvente une fois pour toutes le modèle qui va autour des patentes, parce que j'imagine que des patentes trolls, il doit en avoir, mais des wagons entiers de gens qui font pour gagner l'argent. Ouais. C'est très dans l'actualité aussi. Beaucoup de voix s'élèvent pour l'instant pour demander aux laboratoires pharmaceutiques d'ouvrir le vaccin à plus de fabricants et donc de libérer en quelque sorte leur brevet sur ces vaccins. C'est pas gagné, soyons très très clairs, mais en même temps c'est une question de santé publique à l'échelle mondiale.
pour le coup. Et donc, notre santé aussi, parce que si on se vaccine nous, mais que certaines populations, parce que pas beaucoup de sous, parce que pas intéressant, parce que ce que vous voulez ne sont pas vaccinés, ben on va quand même se taper des virus secondaires, entre guillemets, ou modifiés, qui vont venir encore nous embêter derrière. Donc il faut vacciner tout le monde, et le meilleur moyen pour ça, c'est d'offrir le vaccin au plus de monde possible. Je fais une petite parenthèse, c'est une petite incise dans l'idée, mais on est un peu sur le même principe. Voilà, donc ils vont pas les payer les 2,2 patates. Intel, ils vont aller en appel et ils vont sans doute gagner en appel, non? Enfin, ils vont aller en appel, mais bon, ça représente une fraction de leur revenu annuel. En fait, au plus la société est grosse, en plus on peut leur réclamer de l'argent. Donc c'est un peu le business plan derrière pour VLSI, malheureusement. S'ils n'ont pas les 2,2 milliards, originellement ils voulaient 7 milliards de dollars quand même. Ah oui. Mais bon, même s'ils ont bras pour avoir le coude, quoi. Oui, même s'ils ont un milliard symbolique, ils sont contents. Oui, c'est ça. Symbolique. Mais ce n'est pas nouveau du tout. Si on se souvient, dans les années 90, l'histoire des photos GIF, du format GIF. Oui, effectivement. Donc c'était un patent qui était détenu par Unisys, qui dormait, donc le patent pour l'algorithme de compression LZW, et tout d'un coup ils ont dit mais quand même, il y a quand même pas mal de gens qui utilisent le format de photo GIF, nous on veut faire valoir notre patent du jour au lendemain, et il y a pas mal de software qui ont dû faire pas mal de changements, ou qui devaient se faire racketter avec des royalties, et donc c'est ça qu'on est passé d'un format GIF au format PNG pour ce qui est non compressé, ou JPEG pour ce qui est avec perte d'informations. Malheureusement, on vit dans un monde aujourd'hui où les sociétés, le nombre de patents qu'on détient, c'est en quelque sorte la force qu'on a. Le petit côté positif, quand même, ils vont pas se mentir, c'est que, comme plus personne n'a voulu plus faire du GIF parce qu'il fallait payer une patente, si tu avais l'application, que ce soit Adobe ou autre, devait payer pour pouvoir introduire du GIF, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est passé des GIFs animés bien pourris qu'on avait au début du web, tu vois, sur les sites. Et donc, du coup, on a gardé la transparence sur le PNG, donc ça c'est très très bien, mais on s'est débarrassé des GIFs animés, qui reviennent maintenant par une autre porte sur certains réseaux sociaux, hein, faut être très clair aussi là-dessus. Puis surtout, d'un autre côté, c'est sympa quand même. C'est une bonne, son inventeur son inventeur a aussi précisé une chose, c'est que lui, il a toujours prononcé ce format, le GIF, le GIF. Voilà. Oui, c'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça se prononçait GIF. C'était nos copains de CompuServe qui étaient fans du GIF, parce qu'effectivement, à l'époque, l'accès Internet n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, donc il fallait optimiser. 256 couleurs, une palette qui comprenait effectivement l'alpha channel, enfin le fond transparent. Voilà. Ouais. Ça pique un peu. D'où c'est vraiment moche site qu'on a pu voir à une époque, et que l'on retrouve de temps en temps aussi, hein, au hasard, au détour. On dit tiens, ça existe encore ce truc avec la guirlande lumineuse de Noël tout au long de l'année. Clignote. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas une guirlande de Noël. Donc voilà, si vous connaissez des sites comme ça, n'hésitez pas à les partager avec nous, enfin avec vos amis. Oui. N'hésitez pas. Allez, on passe à la suite. On discute, mais ça n'avance pas ici. Si, on est à la lettre M. M comme meeting, Thierry. Quand Microsoft veut te faire oublier Zoom, c'était un peu la guerre, hein, ces derniers 12 mois, dès le moment où on s'est tous retrouvés en télétravail, confinés. Oui, il y a quelques applications qui sont sorties du lot, concurrentes de Skype, concurrentes de Teams, pour ce qui concerne en tout cas Microsoft. Zoom en est un des exemples, donc c'est pour ça c'est devenu un peu un référent, hein, Zoom aujourd'hui. Mais Microsoft a quand même encore quelques petits jouets à mettre en avant dans leurs différents systèmes. Oui, exactement. Et puis c'est marrant parce que les vidéos que j'ai pu voir pour présenter ce que souhaite arriver à faire Microsoft, eh bien on voit un utilisateur ou un développeur montrer tout ça chez lui, et il y a un Mac planqué dans le décor. Enfin voilà, ça c'était le petit pied de nez pour la grosse belle histoire entre les PCistes et les Macistes, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Non, c'était l'occasion pour moi de revenir sur une techno de Microsoft, moi qui me
me bluffe, qui m'avait bluffé à l'époque, c'est les HoloLens, et on va vers ça. On souhaite qu'on arrive à réduire le poids, la chauffe et toute l'électronique qu'on doit mettre sur la tête pour, par exemple, s'immerger dans quelque chose. En fait, pour faire très très court par rapport à cette news, Microsoft veut vous aider à mieux vivre les meetings en ligne par l'holographie, c'est-à-dire effectivement, ils ont déjà ces compétences, ils ont déjà la technologie qui va avec, hein, je vous parlais de la HoloLens, et on pourrait imaginer effectivement être immergé dans un espace dans lequel on agrémente, on le voit effectivement sur les petites vidéos, toutes sortes d'interfaces, d'objets virtuels, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on pourrait avoir quelqu'un à l'autre bout de la planète vivre la même chose, et en fait, comme ça, pourquoi pas arriver sur ces images qu'on a tous vues dans les films de science-fiction. Il y a ces images assez bluffantes dans une série américaine que j'ai revu avec je vais vous retrouver son nom, c'est un acteur quand même qui a une sacrée gueule, où en fait l'avatar à qui tu dois te confier pour par exemple aller chez le psy, eh bien c'est une copie de toi-même holographique. C'est assez flippant, mais en même temps, pourquoi pas parler à toi-même pour par exemple te confier à une intelligence artificielle pour régler tes problèmes. Mais ça, c'est pour plus tard. Enfin, quand je dis plus tard, peut-être c'est dans quelques années. Là où Microsoft avait envie de marquer un coup, c'est de dire, bah nous on est prêts, on a tout ce qu'il faut. Alors, on l'a vu, hein, tu l'as cité, Marc, Teams, ben c'était pour faire la nique à Slack. Bah ça y est, hein, ça a été adopté par pas mal de sociétés. De là à voir aussi la techno du HoloLens, comment dire, de l'holographique. Je sais pas trop. On nous raconte que les chiffres de vente de la Oculus 2, qui sont propriétés de Facebook, ont cartonné pendant ce confinement. Reste à savoir qui l'utilise et pourquoi faire. Mais avec Facebook d'un côté, Microsoft de l'autre, et puis peut-être un jour ces fameuses lunettes qu'on prêtait à Apple, on viendrait vers quelque chose d'un peu plus sympa, plus pratique à utiliser, plus léger, plus immersif. En tout cas, ben, on l'a dit tout à l'heure pour d'autres technologies, ce confinement a sacrément fait bouger les choses là où tout ça se cherchait un petit peu. Pour avoir testé les HoloLens, moi je crois que ça remonte à plusieurs années en arrière. J'avais été bluffé par rapport à cette réalité augmentée, mais là on a enfin des usages qui pourraient être sacrément utiles. On en a une petite démonstration avec justement deux personnes qui se rencontrent sans être physiquement dans la même salle. Voilà. On pourrait enfin avoir la princesse Leila sur son canapé ou sur sa table de salon. C'est voilà. Microsoft Mesh, c'est le nom du produit, enfin du projet en tout cas. C'est assez impressionnant, effectivement. On voit les images assez impressionnantes. Évidemment, c'est du virtuel, etc., etc. Il va falloir un petit peu s'adapter à ça, mais pourquoi pas, hein. Je pense que ça va être générationnel ce truc-là. Moi, je trouve ça bluffant. C'est intéressant, c'est tout ce que vous voulez, mais ça me parle pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas, ça m'étonne pas. Enfin, je ne suis pas, comment je vais dire ça, séduit. Voilà, je ne suis pas séduit par cette technologie, personnellement. Je sais pas ce qu'en pense David. Ben c'est un peu comme le cinéma 3D qui a fait le buzz à un moment et qui n'a pas vraiment percé. Ici, la technologie, c'est sympa. Pour moi, ça a des super applications dans tout ce qui est gaming, mais par contre, pour le reste, ça peut faire peur aussi. C'est encore un pas vers un monde un peu comme dans le film Surrogates, où les gens vont se retrouver à être chez eux et avoir une version virtuelle ou artificielle d'eux-mêmes pour aller à l'extérieur, de peur d'attraper une maladie, de peur d'avoir un accident, et donc finalement, on va se retrouver. On est en train d'ouvrir, de s'ouvrir socialement à travers des outils technologiques, tout ça pour pouvoir mieux s'isoler chez nous. Oui, c'est un peu ça. Oui. Ça m'interpelle. Oui, tu as tout à fait raison. C'est effectivement, et c'est évidemment, on va se choisir un avatar séduisant, et donc ça va créer des biais aussi dans les relations entre les gens, en se disant oh quelle belle blonde, oui je m'appelle Thierry, je suis de l'ESA. Non, c'est simplement pour avoir des cheveux, c'est tout.
Oui, ce serait l'occasion de voir les cheveux. Le 90B, c'était pour le fun, mais non, c'est pour les cheveux. Voilà. Je voudrais savoir ce que c'est d'être assis chez le coiffeur pendant 45 minutes. Oh merde, on parlait pas. Quelle horreur. Donc voilà, effectivement, ça pose plein de questions. Ceci étant dit, si je ne suis pas séduit par ces choses en 3D, tu parlais du cinéma 3D, etc. Petite anecdote en passant, et ensuite on passera à la suite, c'est que il y a quelques années maintenant, j'étais passé au Futuroscope à Poitiers. France, endroit magnifique, il y a de très très belles expériences à démontrer, à montrer, et il y avait justement cette année-là, il y a quelques années, un show sur grand écran, en 3D, machin, etc. Et évidemment, moi j'étais là avec un service de presse, mais il y avait également des écoles qui étaient de passage, des enfants, etc. Et un de ces petits loustiques, qui manifestement était très pris au jeu, et qui avait bien mangé juste avant, c'est un petit peu soulagé dans mon cou. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai un blocage avec tout ce qui est en 3D, etc. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui va me dégueuler dessus voilà. Parce que ça secouait bien les tripes en plus, hein. C'était vraiment bien fait, et ça secouait bien les tripes, et comme dans ce genre de parc évidemment on bouffe des sucreries, des machins, etc., le petit gars il avait pas bien digéré, il avait pas eu le temps de digérer d'ailleurs, et donc c'est moi qui me suis pris le truc. Alors, quand t'es en voyage de presse, avoir ça dans le cou, et que toi tu dois encore aller manger après, c'est un peu compliqué. Bref, voilà, j'avais dit que je fermais vite la parenthèse. Il y a pas que la 3D, tu sais, à la fête foraine, dans les carousels, c'est vrai. Ça arrivait aussi que j'ai eu la même chose. Le gamin devant, il avait mangé ses frites juste avant, et pareil. Et c'est celui qui passe après qui se prend tout. Je déteste les manèges. Ça doit être pour ça. Allez, on passe à la suite. Ouais, chacun parlait de ses petits blocages. Ces petites problématiques qui sont forcément liées à des expériences mal vécues. On est à la lettre P comme PlayStation. Est-ce que la PS5 a vraiment été piratée pour miner de l'Ethereum? C'est la question qui se pose. C'est David qui en parle? Oui. C'est moi qui en parle, oui. Donc, on a déjà parlé des GPU qui sont réquisitionnés pour miner de la crypto, les laptops, et maintenant, c'est la PlayStation 5 qui, d'après des forums chinois, aurait été hacké pour pouvoir miner de l'Ethereum avec une efficacité qui est le double de ce que le processeur graphique qui est à l'intérieur est censé faire. Alors ça a été démenti. Ça a été démenti dans le sens que technologiquement, ce n'est pas possible qu'un GPU fait sur mesure avec des contraintes de taille et d'énergie, parce que la PlayStation, c'est pas comme un PC qui peut avoir un refroidissement liquide. Pour eux, ce n'est pas possible techniquement. D'accord. Mais d'un autre côté, il n'est pas entièrement exclu que ce n'a pas réellement été fait dans des situations d'overclocking. Donc, c'est peut-être une PlayStation 5 qui a été refroidie avec de l'eau ou refroidie à l'azote liquide. Maintenant, pour donner un chiffre, ils prétendent avoir atteint 100 millions de hash à la seconde, qui est 2 fois plus que ce que les cartes graphiques similaires permettent de faire. Et ils disent en fait, si c'était réel, que la PlayStation 5 permettait de miner à ce hash rate pour 210 watts d'énergie, virtuellement, toutes les consoles seraient hors stock mondialement, immédiatement achetées par des fermes de mining. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que même à 50 millions de hash par seconde, qui est quelque chose qui est possible, ça pourrait valoir que la PlayStation soit dévalisée malgré tout. Oui, c'est ça. À suivre, donc. Là aussi, à faire à suivre. Les PlayStation, ils n'en courent pas les rues non plus, d'ailleurs. Faut être très clair. Donc, voilà. On avait vu ça à l'époque. C'était l'époque de la PlayStation 2, si je dis pas de bêtises. Des gens qui les mettaient dans des règles. Ils avaient fait un super calculateur avec des PlayStation. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, David, tu te rappelles de ça? Je sais plus quelle était l'intention à la finalité de la chose. C'était pas pour miner des bitcoins, soyons clairs. C'était pour faire autre chose, pour faire des calculs. Mais ils avaient
entasser des PlayStation 2 ou PlayStation 3 ou non, des deux, dans des racks, et c'était assez impressionnant de voir toutes ces PlayStation 2, parce que quand ils ouvraient les tiroirs de lecteurs de disques, ça faisait un potin incroyable dans la pièce. Enfin bref, voilà. Je vais arrêter avec mes anecdotes, moi, à un moment donné. Non, mais elles sont marrantes. Oui, Continue, c'est ça. fais-toi plaisir. On va changer le nom de ce podcast. Les anecdotes de Toto Marc. Tiens, pas bourré. Allez, santé. Bon, santé. Oui, affaire à suivre, savoir si effectivement c'est possible ou non, et puis on le verra vite sur le marché de la PlayStation. Peut-être une question, David. Est-ce que, parce que j'ai aucune idée de combien vaut une PS5, est-ce que c'est rentable? Ça serait rentable virtuellement? Oui, oui. Ça serait rentable, oui. Quand on voit l'explosion des crypto-monnaies récemment, même à la moitié de ce que les Chinois prétendent avoir réussi à la faire fonctionner, je suis certain qu'il y aurait beaucoup d'acheteurs. Les cartes graphiques, pour l'instant, sont en pénurie complète. Les quelques-unes qu'on peut se procurer sont vendues entre 2 et 3 fois le prix normal. Des cartes graphiques qui datent d'il y a 2 ans sont vendues plus cher que les modèles récents. Et malgré tout, elles peuvent être rentabilisées. Même en tenant compte de l'électricité, en 5 à 9 mois, ce qui est très peu pour une rentabilisation de matériel. Donc oui, il y a un risque à faire à suivre. 4,99 d'après un marchand sur le chat. Voilà. 499 avec le disque et 399 en digital. Ouais. C'est vrai que ça fait commencer à réfléchir. Ouais. Ok, bon, voilà. On va y penser. Je vais passer commande. Demain, elles seront à 1200. Oui, c'est ça va faire monter la cote. Voilà. Donc, non, faut se méfier de ce qui va se passer dans l'avenir. Gardons un œil là-dessus, mais voilà. Quand même. SpaceX, oui, c'était une semaine de tests, une fois de plus, du côté de SpaceX, et en particulier du côté de... C'est encore quelle région? Comment ça s'appelle ce bled encore? J'oublie toujours le nom de cet endroit où ils font les tests de cette fameuse Starship. Ça a pété. Il faut le dire, que si vous n'aviez pas suivi, on vous le dit, ça a pété. Mais ça a pété après. Donc, c'est que voilà. ça a marché. Donc, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est mieux. Ça a marché. Oui, donc c'est le prototype de fusée SN10 qui ça faisait une dizaine de jours qu'ils attendaient pour le lancer. Et en fait, l'essai précédent avait explosé à l'atterrissage. Donc en fait, ils sont en train de tester des fusées qui sont dont la finalité est de faire des vaisseaux spatiaux pour emmener l'être humain sur Mars. Donc il faut des lanceurs de grosse taille, et leur but c'est de pouvoir ramener le booster sur Terre pour le réutiliser, pour économiser pas mal d'argent. Voilà, tout simplement. Et donc, la dernière fois qu'ils ont fait leur essai, voilà, ils ont essayé d'atterrir et ça s'est complètement explosé. Cette fois-ci, ils ont fait leur vol en haute altitude. Ils sont montés à 10 km d'altitude. Ils sont redescendus. Ils se sont posés bien peinards. Et 8 minutes après cette posée, ça a explosé quand même. Oui. Voilà. On sait pourquoi, hein. C'était une vanne qui est restée ouverte, et donc il y a du combustible carburant qui s'est répandu. C'est juste une bête panne pour le coup, mais chaque fois, alors on le dit, alors ça fait rire la presse traditionnelle, Elon Musk il a encore raté son coup. Oui, mais ce sont des prototypes, donc l'idée c'est quand même d'essayer d'arriver à quelque chose, un truc qu'on n'a jamais fait, hein. Faire décoller et revenir une sucette de cette taille-là, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la conquête spatiale, hein. Donc c'est quand même une prouesse technique, et pour y parvenir, il faut faire des essais. C'était un grand succet en fait. Oui, bien sûr. C'était un très grand succès. Déjà les précédents, hein, ont démontré que la technologie était voilà, qu'ils étaient sur la bonne longueur d'onde, si je puis dire, et que voilà, ça demandait juste des ajustements. Mais c'est le principe d'un prototype, c'est de le casser. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, tout à fait. On fait pas d'omelette sans casser les œufs.
Exactement. Parce que s'il y avait pas de prototype, on met directement des gens dedans, hein, et puis on fait péter le bazar, et puis après on dit on a tué des gens. Bah oui, c'est con, on n'avait pas fait de prototype. Non, là, c'est que de la tôle froissée, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait beaucoup de à Pétaouchnok. Non, c'est Boca Chica. Voilà, Boca Chica, c'est là au Texas, c'est là qu'ils font ces tests. Et voilà, moi je trouve ça très honnêtement, je suis un béotien total, j'adore tout ça, hein, mais je n'approfondis pas la question. Quand on voit le truc voler en stationnaire sur la poussée de ses réacteurs et puis redescendre et se remettre dans... Enfin, c'est juste totalement impressionnant ce qu'on arrive à faire de nos jours. Moi, ça me bluffe. Là, par contre, par rapport à la... Mais aucun astronaute m'a vomi dessus, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me continue à me bluffer. Donc, voilà. c'est ça l'idée. Donc... Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Thierry. Voilà, pour le coup. Non, je suis d'accord avec ce qui se dit dans la chatroom, c'est quand même vachement impressionnant parce qu'effectivement, si on se rappelle de la NASA avec son c'était plus un prototype, hein, avec ces briques thermiques pour protéger effectivement leur rentrée dans l'air. Bah, ils ont aussi fait les frais de ça, mais plus du tout avec un prototype. Hein, il faut aussi se rappeler tout ça. Et non, moi je dis respect, ouais. Et puis le fait que ce machin il se pose pile poil à l'endroit où on l'attend. Moi, je suis juste, mais vraiment ébahi de voir que maintenant on envisage effectivement d'envoyer des gens sur Mars. Mais comment tu fais? Tu décolles de la Terre, tu vas sur Mars, il y a pas de GPS, déjà rien que ça. Voilà, moi je dis chapeau les gars parce que c'est juste incroyable. Là, il y a un rover qui s'est posé sur une planète qui est pas tout à fait dans le quartier du coin, qui nous envoie des images, voilà, du son aussi, voilà, en HD, et qui nous envoie du son, et tu dis mais comment c'est possible, quoi? Comment tu fais pour que ce machin il suive pile poil le bon chemin? Il y a quelqu'un qui avait publié une photo à ce propos-là. De nouveau, je fais une parenthèse, désolé, mais c'était assez rigolo. C'est que il avait mis à côté une photo prise par le rover en question, hein, une photo en HD de la planète Mars, et à côté, c'était une photo de, vous savez, quand on recherche quelqu'un qui a fait un vol dans un magasin, on met une photo issue de la vidéo de surveillance, un truc tout flou, il y a 4 pixels qui se battent en duel, et voilà, ça c'est le commerce au coin de la rue, une image dégueulasse, et ça c'est Mars. Et l'image est nickel. C'est fou, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, là il y a peut-être des efforts à faire de notre côté aussi, à un moment donné. Mais je trouvais ça assez rigolo, parce que c'est complètement idiot, mais c'est rigolo. Affaire à suivre là aussi, mais ça de toute façon on garde un œil dessus. Je vous conseille, alors je vous les conseillerais bien si je les avais notés, c'est bête, mais il y a en tout cas quelques chaînes YouTube, et en français si ça vous va, qui traitent du sujet de manière très pointue, mais de manière aussi très didactique, et qui répondent aux questions des béotiens comme moi. Ils sont sympas comme tout, et donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais essayer de retrouver l'adresse et je le mettrai peut-être en commentaire de cette vidéo, si je n'oublie pas évidemment, sinon vous me le rappelez. Parce que ça, c'est important quand même d'avoir des informations de première main. Nous ici, on en parle parce que ça nous séduit, mais eux, ils ont toutes les compétences et ils savent exactement quelle est la vanne, le numéro de la vanne, le diamètre du tuyau et etc. Donc voilà. Et le couillon qu'il a posé. Et le nom du couillon qu'il a posé, sa page Facebook, et comme ça vous pouvez foutre la honte. Voilà. Et c'était pas une vanne. On peut passer à la suite. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? T'es comme Top Gun. Non, comme Tom Cruise, pardon. Tom Cruise, quand le deepface trompe même le deepware. Alors, deepware, c'est un site, une application même, qui permet de repérer le deepface. Moi, c'est le truc, deepware, c'est le truc qui, moi, me rassure un petit peu en me disant, on aura toujours un petit outil pour vérifier si c'est juste ou pas. Et ben là, l'outil, il marche pas, pour le coup. Il marche pas du tout, en tout cas il s'est fait bluffer, il s'est fait avoir, il s'est fait blouser comme nous, simple humain. Quand vous allez voir ces images, vous aurez le droit aussi d'aller les voir après l'émission si jamais vous êtes en train de l'écouter. C'est vrai que c'est bluffant et je me suis pas amusé à faire de l'image par image parce qu'effectivement on peut télécharger la vidéo et puis à 2-3 fois ce personnage passe la main devant le visage et puis tu te dis c'est là que je vais choper l'erreur d'application de ce deepfake, ce deepface, puisqu'effectivement c'est une personne qui n'est pas Tom Cruise et qui joue Tom Cruise, il joue au golf, il fait 2-3 choses, un tour de magie, et c'est bluffant de réalisme parce que
on est vraiment en face de lui, hein, de l'acteur. Généralement, sur type de vidéo, on a une espèce de regard un peu perdu, comme ça, loin. La position des yeux et le regard, c'est toujours un truc très difficile. On sent le manque d'âme. Je sais pas si l'expression existe, mais c'est le seul truc que j'arrive à expliquer pour stimuler un petit peu ça, pour exprimer ça. Et là, on remarque l'œil taquin puis le rire de Tom Cruise. Et là, c'est vrai que c'est bluffant parce que même en allant très lentement sur ces images, on n'arrive pas à trouver le bug. Et effectivement, Deepware, ce fameux outil pour rechercher des fakes, il a vu que du feu. Il n'arrive pas à voir que c'est pas Tom Cruise. Alors peut-être que c'est vraiment Tom Cruise qui a fait ces vidéos pour nous blouser encore plus. Non, là, c'est vraiment, on arrive à un stade où effectivement, c'est le stade que je craignais, hein. Moi, j'avais vu aussi des outils chez nos copains israéliens, encore une fois, qui étaient capables d'analyser une image pour vous dire si elle avait été photoshopée ou pas, parce qu'effectivement, ça se retrouve dans les pixels, ça s'analyse, et ça se fait aussi maintenant sur des vidéos, et pas forcément de deepfake, hein. Je parle juste de trafiquer une vidéo. Et là, du coup, voilà, on a franchi cette étape où la technologie va pas nous aider à voir si c'est du vrai, du faux. C'est vraiment troublant. Allez faire un tour sur ces vidéos, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes resté jusqu'à cette émission, je veux que vous écriviez Tom Cruise est un vrai deepfake. Voilà. Comme ça, on verra si vous êtes du même avis que moi, parce que c'est vraiment, de nouveau là, c'est un peu flippant. Si ça se trouve, c'est un vrai sosie de Tom Cruise. Il y a très peu de deepfake dedans. En fait. Ils ont juste refait un petit peu lui, tu sais. ou alors c'est vraiment lui, mais il est quand même jeune là. Hein. C'est quand même, c'est un Tom Cruise, mais c'est pas le Tom Cruise d'aujourd'hui. C'est un Tom Cruise un peu d'il y a quelques années. Mais c'est vrai moi on me dit pas. Enfin, je le vois comme ça. Je me dis bah oui, c'est lui. Parce que c'est vrai que les mimiques en plus sont vraiment très très proches de voilà. C'est très très bleu. Enfin, ça me fait un petit peu peur quand même, parce que si on va pas plus pouvoir savoir qui est qui réellement, on va devoir se poser chaque fois la question. Alors on se la pose déjà aujourd'hui quand on lit un article de presse ou qu'on voit quelqu'un qui partage une information sur un réseau social, etc. On croise l'information, on va chercher la vérité, etc. Ici, comment croiser une vidéo ? C'est quand même très très compliqué, quoi. Voilà. Et donc, si tu rajoutes ça à la voix, avec un discours bien adapté, ça peut faire des dégâts, hein, clairement, quoi. Oui. Donc, c'est voilà. Je sais pas ce qu'en pense David. S'il est tout aussi interloqué comme on peut l'être. La technologie de deep learning a fait des progrès de géant les dernières années. Ouais. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on montre au grand public. Ça veut dire que ce qui est faisable par des instituts gouvernementaux sont encore quelque part en avant là-dessus. Et ici, c'est virtuellement faisable avec du matériel qu'un peu Monsieur Tout-le-Monde peut se procurer en puissance de calcul. Ce n'est pas exceptionnel. Une question qu'on peut se poser maintenant, est-ce que Deepware est réellement un outil qui sert à détecter les deepfakes, ou est-ce que c'est un outil qui sert à entraîner du deepfake une espèce de mise à l'épreuve, quoi. Le deep learning et pour tout ce qui est de ce genre de technique ici, ce sont des types de réseaux neuronaux qui s'appellent des GAN. Donc, ce sont des réseaux qui s'entraînent avec un discriminateur qui fait un peu en quelque sorte l'adversaire. Et en fait, l'adversaire essaye de voir que tu es un faux. Et en fait, le réseau de neurones s'ajuste jusqu'à ce que l'adversaire n'arrive plus à te détecter. Okay. Et en fin de compte, on va arriver à un moment où les humains ne seront plus capables de détecter que c'est du faux. Ça sera des réseaux de neurones, et les réseaux de neurones, eux, vont s'adapter pour tromper l'outil qui sert à les détecter, qui lui va s'adapter pour contrer, et
Oui, il apprend de la mise à l'épreuve de l'intelligence qu'il a en face. Mais la mise à l'épreuve se fait en boucle, donc l'un par rapport à l'autre, et donc on arrive à des choses qui deviennent exponentiellement de plus en plus réalistes. Tout comme on dit, le jour où l'intelligence artificielle et une conscience artificielle arrivent à dépasser le niveau de l'humain, ça sera la dernière invention que l'humain aura fait. Ah oui, ça me semble assez évident. Ça c'est clair. Parce que là, l'évolution, ça va pas être des milliers d'années, ça va être des secondes. Oui, ça va aller des un peu minutes. plus vite. Ouais. On va pas chipoter avec une fusée au fond du jardin à Pétaouchnok, en gros. C'est une petite synthèse, un petit résumé très vite fait, très vite fait. Voilà. Pour conclure, effectivement, ce 295e, 295e épisode des Technos. Merci à ceux qui étaient sur le chat. Un petit rapport, parce que je sais que toi tu gardes un œil dessus, Thierry. Ça s'est comporté comment? Oui, un grand merci, parce qu'effectivement il y a eu plein de précisions. On a appris des termes aujourd'hui. Oui. Pour les patent trolls, je m'étonnais de Apple. Eh bien, on me dit dans la chatroom, c'est justement pour contrer ces patent trolls que Apple en dépose plein. Donc voilà, c'est une stratégie. Quand tu as de l'argent pour le faire, c'est pas mal du tout. On nous rappelle aussi que pour le voyage sur Mars, il faut pas se tromper d'unité de mesure entre les kilomètres et les millions d'années de lumière, je pense, j'imagine. Voilà. En tout cas, une chatroom très très active ce soir. Moi, je suis le premier content. Je remercie toutes celles et ceux qui sont venus nous suivre pendant cet enregistrement, ça fait plaisir. Puis on se retrouve sur les commentaires de YouTube et les autres bonnes plateformes avec le fameux Tom Cruise pour le commentaire. Voilà. Merci. Anecdote encore, il y a eu une tentative de patent troll sur le mot podcast à une époque. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais non. Oui. Mais non. Si, c'était il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, je pense. Ce qui a conduit Léo Laporte à parler de netcast plutôt que de podcast quand il a créé tweet.tv. Oui, et donc, du coup, il a refusé d'utiliser le terme podcast pour éviter, justement, au cas où, pour éviter de se retrouver coincé par un patent troll. Voilà, pour la petite histoire. Okay. Voilà. Et alors, je voulais encore vous dire un dernier truc avant de fermer la boutique. Effectivement, n'hésitez pas, les pouces, abonnez-vous, dites-le à vos amis, partagez sur les réseaux sociaux, machin, etc. Et allez regarder un documentaire diffusé par Arte. C'est disponible sur leur plateforme. Ça s'appelle la fabrique. Alors j'ai oublié le titre maintenant. C'est la fabrique de l'ignorance. Oui. La fabrique de l'ignorance. Oui, très bon documentaire. Voilà. Ouais. Où on vous explique comment certains se servent de la science pour démonter la science. Ça part sur l'industrie du tabac, ça passe sur les produits phytosanitaires, etc. Et comment on arrive à faire en sorte que on admet des choses qui sont totalement inadmissibles en bout de course. Enfin voilà, je vais pas déflorer le sujet. Ça dure. La bonne et la mauvaise science. Voilà, c'est ça. La différence. C'est ça la différence. Je suis pas totalement d'accord avec la conclusion du documentaire, mais ça peu importe. En tout cas, ce qui est expliqué est bien expliqué, et donc je vous conseille vraiment ce docu. Voilà. Il y a quelqu'un de Arte qui t'a vomi derrière sur l'épaule. Non, absolument pas. Sinon, j'en parlerai pas. Mais non, il faut être logique. C'était pour dire une connerie. Voilà, c'est fait. Oui, c'est fait. Merci beaucoup, Thierry. Merci également à David, qu'on voit de plus en plus dans ce podcast, enfin sur cette chaîne YouTube et dans notre podcast. On l'entend de plus en plus, et c'est tant mieux. Par contre, là maintenant, il faut laisser la place à d'autres, un petit peu. D'autres chroniqueurs la semaine prochaine. On retrouvera les deux Loustic ici, bien entendu, dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour nous, c'est important pour communiquer, parce qu'on est là pour ça aussi. À bientôt. Salut.